tous et bienvenue dans Palabre, le podcast de trois potes qui aiment parler de cinéma. Je m'appelle Cédric et je suis comme d'habitude avec mes compères Léandre. Salut. Salut Léandre. Et Martin. Salut Cédric. Et salut Martin. Et aujourd'hui on est en compagnie de Dario Malandra. Salut Dario. Salut Dario. Salut. Que du coup certains d'entre vous connaîtront peut-être du podcast Jumpscare du coup dans lequel t'es chroniqueur. Et mais à côté de ça qui est aussi un vrai job à côté. Et du coup c'est un peu de ça qu'on va parler. Comment du coup Dario, comment tu te présenterais toi et puis ton métier? Mon vrai taf de la vraie vie de tous les jours, c'est être libraire, donc qui est pas un métier passion, qui est plus un métier qui me sert à manger et à payer mon loyer, mais ça me permet quand même de parler d'œuvres d'art et tout, donc c'est le côté un peu cool de ce métier, quoi. Parce que justement, peut-être pour contextualiser encore une fois l'invité, Dario, t'as été à MJM avec nous, oui, avec Cédric et moi. On se rencontrait là-bas, oui. On a fait nos études ensemble. Oui. Et après, tu as continué un peu le cursus vidéo, tout ça, et tu as dû faire des choix, etc., qui ont fait que du coup, tu fais autre chose maintenant, mais tu as sûrement encore des nouveaux projets, de nouvelles choses et tout dont tu vas nous parler. Mais en tout cas, voilà, on se connaît. On se connaît. Peut-être aussi, au-delà de contextualiser l'invité, contextualiser l'épisode aussi. On voulait faire cet épisode en fait parce que nous on aime beaucoup, forcément on est un peu tous amis aussi dans la vie et on aime beaucoup parler de comment est-ce qu'on gère projet professionnel, projet perso, surtout quand les deux se mélangent. Et du coup voilà, on avait envie d'inviter Dario pour discuter de ça depuis pas mal de temps. Car comme beaucoup de vidéastes, je pense... vidéastes ou autres d'ailleurs. Vidéastes ou autres, en tout cas dans les milieux artistiques, des fois on fait des choix, des fois on arrive à faire ce qu'on veut, des fois on n'arrive pas à faire ce qu'on veut. Et c'est le genre de domaine qui crée énormément de frustration, de parcours, de choses de la vie en tout cas, que ça provoque plein de choses. Et donc on a pensé à toi aussi pour parler de ça, car on en parle aussi dans le privé. Parce qu'on est un peu tous du coup des passionnés, des artistes, et c'est vrai que c'est toujours des milieux un peu compliqués à percer au niveau du professionnel, et du coup souvent ça nous amène à pas forcément bosser dans nos passions, quoi. Et du coup avant de partir direct là-dessus, est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton parcours, comment t'en es arrivé là où t'en es maintenant? Ouais, carrément. Du coup, je fais tout le parcours scolaire comme un entretien d'embauche. Tes grands arcs. Juste avant MJM, moi j'avais fait un service civique cinéma et citoyenneté. En fait, c'est là que j'ai un peu, je me suis pas découvert une passion parce que c'était pas du tout le cas. J'étais déjà passionné de cinéma avant, mais c'est là où je me suis dit ok, je peux potentiellement trouver du travail en lien avec les choses que j'aime bien, les choses artistiques, sans forcément en faire. Et là, j'ai rencontré des gens là-bas, des gens avec qui je me suis bien entendu, qui faisaient aussi à côté en fait de la vidéo et ou du cinéma. Et c'est là que je me suis dit, ok, y a une école à Nantes qui propose un cursus vidéo, montage vidéo, etc. Donc je me suis inscrit là-bas, on s'est tous rencontrés là-bas. Martin, t'y étais pas, mais on s'est rencontrés genre dans un bar après, quoi. Qu'est-ce que j'ai fait pendant mes études? J'aime bien, enfin je sais que Léandre t'aime bien cette anecdote, mais évidemment l'école était un petit peu chère, donc moi j'ai dû travailler à côté. Donc j'aime bien le fait que tu sois allé taffer pendant tes études. Ouais, tu m'en parles souvent. Parce que t'étais vraiment vraiment déter, je trouve. Genre tu bossais à McDo, quoi. Tu bossais à McDo et tu bossais tous les jours après l'école et mêler les deux. Je bossais à mi-temps à McDo en Vendée, donc en fait le matin je faisais 1 heure de route pour aller à Nantes, je rentrais le soir, je bossais au McDo et tu repartais le lendemain à faire 1 heure de route. Tu faisais 2 heures de route pour bosser à McDo au-delà de tes études. Et en fait c'est marrant dans le sens, ce qui rend le truc intéressant je trouve, c'est que t'étais dans les meilleurs de la promo. Et t'aurais pu être pas bon ou quoi, et donc du coup en fait t'étais vraiment dans un jus et t'as tenu le truc. Ça t'a mis un rythme de merde. Non, mais ça t'a mis un bon rythme et ça t'a mis aussi Enfin, tu savais pourquoi t'étais là, quoi. Tu savais les sacrifices que tu faisais aussi en même temps, et du coup... mais c'était frustrant parce que du coup, je pouvais pas investir autant de temps que les autres ou quoi, en fait. Ou même, j'avais juste pas accès aux mêmes choses. Je me souviens qu'une fois, on avait un exercice à faire en mode, c'était les rythmes dans la ville. Un exercice de montage. Tu pouvais pas le faire à Esnay, quoi. C'est ça, ouais. En Vendée, les villes, c'est vraiment... Il y a La Roche-sur-Yon et encore, quoi. Tu vois, donc j'ai dû bâcler un truc parce que j'avais pas le temps et parce que j'avais pas de ville, en fait. Parce que je rentre chez moi. Et avant de rejoindre l'école, t'avais rejoint l'école parce que tu voulais être monteur? Tu visais ça déjà ou... Non, en fait, je voulais juste faire un truc... En fait... Avant mon service civique, ce que j'ai pas dit, c'est que je faisais des études de langue. Je faisais LLC anglais, donc langue, littérature, société, civilisation, pardon, étrangère.
Et en fait, j'ai fait ça pas vraiment par choix, juste parce que c'était logique de faire ça, parce que au lycée, j'étais bon en anglais et je faisais classe européenne, anglais renforcé, machin, COEF 1000 au bac, etc. Tu parles combien de langues déjà? 12 28. 28, Ouais. ouais. J'étais 12 à l'époque du lycée, maintenant c'est 28. Excusez-moi. C'est marrant parce que je sais pas si on a déjà eu cette discussion-là ou pas, toi et moi, mais j'ai aussi fait LLCE à la fac, j'ai aussi fait le même service civique quasiment que toi, et j'ai aussi fait MJM avec toi juste après. Genre, on a quasiment le même, à quelques années près. Tu vois. Le même parcours quasi. Toi, c'était en 82. C'est ça, à l'époque. Non, en plus, on était en service civique en même temps. Militaire, toi, du coup. Oui. Première promo de MJM, c'était la première année. C'est ça. À la création de l'école. Mais le truc de la fac, c'est un truc récurrent, tu vois. Genre... Parce que là, vous avez dit que vous avez fait ça aussi. Parce que j'ai eu 18 au bac en anglais, parce que c'était... Pareil, moi j'ai fait LEA aussi. J'ai eu une très bonne note au bac en anglais, heureusement, sinon j'aurais pas eu mon bac. Pareil. Et j'ai fait LEA anglais-arabe pour ma part, et ça a duré 1 mois, et puis après, j'ai juste fait rien en fait pendant 1 an, jusqu'à ce que je me dise qu'est-ce que j'aime bien, le cinéma, et puis du coup, voilà quoi. Puis toi, Martin, t'avais fait quoi à la fac déjà? T'avais fait littérature et société? Non, j'avais fait lettres modernes. Lettres modernes, voilà. Mais non, mais c'est souvent des ou d'ailleurs non, mais il y a un peu deux cas de figure. C'est soit de la reconversion comme nous. En fait, on fait tous un peu une première année d'école où on essaie un truc et on fait moi non, c'est pas ce que je veux faire, et on se redirige vers notre passion la plupart du temps, ou notre vocation principale. Ou alors il y a des gens, moi je sais que j'en avais aussi à Ciné Créatis qui débarquaient, qui sortaient du lycée en mode je veux faire ça, je suis trop chaud, et il y en a aussi qui du coup étaient dans ce cas de figure là, mais qui faisaient une école privée à 6 000 € l'année de la même manière qu'une première année de fac où c'était un test en mode oh, peut-être que je vais aimer l'école de cinéma et tout. Et je pense que du coup d'avoir fait une année avant et nous être dit ok, finalement faut quand même faut être sûr de ça, enfin, et en tout cas faut y mettre de la motivation, de l'implication, parce que surtout quand il y a un crédit étudiant, quand il y a de l'argent en jeu et tout ça quoi. Pour ma part c'est arrivé après la fac, les écoles l'école de ciné. Mais parce que c'est pas arrivé de nulle part, c'est parce que je faisais des vidéos quand j'étais au collège, tout ça, genre tâtonner, des GoPro, des trucs comme ça et tout. Du coup, c'est pas arrivé de nulle part, c'était pas juste un choix, tiens, je vais tenter ça. Je crois que Martin, toi, c'était parce que t'étais un peu cinéphile, t'étais déjà très cinéphile. Et toi, Dario, pourquoi le cinéma? Mais c'est marrant parce qu'il y a pas longtemps, je me suis rappelé qu'au collège, j'étais allé voir une conseillère d'orientation et dire que moi j'aimais le cinéma et tout, et je voulais savoir ce que je pouvais faire en fait. Et elle m'a dit ouais. Pareil. Ça va avoir des pas le cursus normal. Prends la porte et casse-toi quoi. Elle m'a dit j'ai rien pour toi, je peux pas t'aider. Mais je pense que malgré le fait qu'on soit pas très vieux, je pense que déjà ça a quand même beaucoup changé. Je pense que maintenant il y a tellement de métiers en tout cas liés à l'audiovisuel et au numérique qui se sont développés, que je pense que maintenant la conseillère d'orientation, elle ne dira pas non mais arrête de rêver, elle te orientera sur des trucs peut-être un peu plus concrets et spécifiques, mais je pense que ça a quand même pas mal changé. Mais ça c'est des trucs qui évoluent souvent, tu vois, genre dans les années 90 quand t'étais en mode moi je suis fan de jeux vidéo, il te dit va faire de l'informatique, tu vois, alors que c'est pas du tout du développement de jeux, etc. Alors que maintenant oui, c'est beaucoup plus démocratisé. Mais du coup, je me souviens que j'ai vécu ce truc-là comme un truc un peu en mode ok, ce monde-là, il est pas du tout accessible à moi, et qu'est-ce que je vais faire de ma vie en fait. Donc ça a été un peu violent, et du coup, c'est pour ça que moi, mes années collège, j'ai pas fait de vidéos, trucs comme ça. Moi, c'est venu. T'avais pas le petit caméscope des parents? Il y avait c'était pas grand-chose quoi. Genre, ça a été très très rare que j'utilisais le caméscope des parents ou des trucs comme ça. Moi, c'était vraiment. Du coup, je me suis dit, ok, je serais peut-être plus un gars qui va regarder des trucs et donner son avis plutôt que quelqu'un qui va faire des trucs. C'était un peu frustrant, je me suis dit, c'est pas grave, c'est comme ça, c'est la vie. J'étais très mature. À 8 ans, non, mais très pragmatique. Nihiliste. Ouais, exactement. Sachant qu'on utilise le mot cinéma depuis tout à l'heure, mais au final, c'est pas dans le cinéma, c'est plutôt dans l'audiovisuel, plus globalement. Parce qu'au final, c'est pas une école de cinéma ou quoi, c'est une formation de montage effets spéciaux. Ça, d'ailleurs, c'est... Moi, je trouve que c'est l'abus de langage que j'ai traîné pendant hyper longtemps, après de la famille et tout. C'est quand tu commences les études d'audiovisuel où tu dis non, mais je suis en école de cinéma. Et après, pour le coup, Ciné Créatis, c'est vraiment une école de cinéma. Oui, mais ça te fait pas rentrer dans le monde du cinéma. Enfin, plus que certaines formations pro, comme nous on a pu faire. Oui, mais comment dire, t'apprends à des gars à gérer dans des grosses équipes, du gros matériel plateau. Enfin, genre, oui, mais je sais pas comment dire. Le cinéma, pour moi, c'est pas un métier. Enfin, tu sais,
Oui, c'est un milieu, secteur, ouais. quoi. Et du coup, pour en revenir Oui. à ton parcours, Dario, si tu peux reprendre, on a un peu digressé. Pourquoi ce choix-là spécifiquement, là où il y avait peut-être d'autres choix qu'une formation montage spécifique? Oui, d'ailleurs. En fait, je pense que j'y suis allé un peu en mode ok, ils proposent un truc de vidéo, c'est pas super loin de chez moi, parce qu'en vrai, on vendait pareil les places, il y a le lycée de Vinci, quoi, à Montaigu, mais bon, c'est 14 places par an, un truc comme ça. Donc, bon. J'ai tenté ça, je l'ai tenté en me disant je vais faire un prêt étudiant, j'espère que ça va me plaire et tout. Il y a quand même ce truc dont on parlait tout à l'heure que oui, c'était aussi un peu du test. Un pari un peu. De quoi? Un pari. Ouais, un pari, ouais, complètement. Donc voilà, et pour revenir un peu sur la formation qu'on a faite, je suis un peu content que justement on ait fait plein de trucs à côté, on a fait pas mal de réal, etc. quoi. C'est plus le côté, comme il nous disait, couteau suisse qui en vrai sert beaucoup plus que juste savoir faire des effets spéciaux sur Nuke. Alors évidemment, jamais on aurait utilisé Nuke à l'école, mais... couteau suisse, oui, pour le métier de vidéaste. Ouais, pour l'audiovisuel en général. L'école, elle vous a initié au fait d'être vidéaste, comme. D'être vidéaste. Et vidéaste, point. Genre, oui, on n'a pas été initié pour être chef-op, on n'a pas été initié pour être ingénieur son. On était couteau suisse. Du coup, trop bien quand t'es vidéaste parce que t'es toujours censé un petit peu toucher à tout. Par contre, dès que tu veux monter un petit peu en technique, en élitisme, tout ça dans certains domaines, t'es pas formé pour ça, quoi. Il faut se spécialiser, quoi. Faut se spécialiser, mais pas dans l'école qu'on a faite en tout cas. Mais par contre, oui, je suis d'accord avec toi, c'était trop bien. De ton côté. Oui, voilà, ou toi de ton côté. Mais bon, c'est bien d'avoir quand même des professionnels que tu payes avec une école qui viennent t'apprendre comme il faut, quoi. Tout à l'heure, on parlait de rythme, le fait que McDo, ça m'avait mis un rythme. Mais en fait, l'école aussi, puisqu'on avait tout le temps des projets à rendre par semaine en fonction des matières. Et en fait, juste d'avoir des gens qui te disent ok, là, faut que tu crées genre 3-4 vidéos par semaine. En fait, juste ça, c'est un rythme de fou, en fait. Et c'est peut-être le truc qui me manque le plus aujourd'hui. C'est justement... un truc qui te pousse au cul pour le faire, quoi. Et c'est pas juste ça dépend de toi. Je pense que quand on le vit à travers l'école, on est en mode ah putain, il y a trop de devoirs. Mais en fait, oui, ça te prépare au fait que. Ouais, mais je suis pas sûr qu'on ait eu ça. Il y en a plein, hein, tu vois. Mais même toi, je pense pas, Dario, que t'aies eu le truc de il y a trop ou alors ça fait chier et tout. Parce qu'il y en avait plein dans la promo qui étaient en mode ça trop. Mais t'as forcément des moments où ça te met dans un jus, quoi. Genre, évidemment, mais j'ai l'impression, en tout cas, nous, même toi, Cédric et tout, qu'on était toujours un peu dans le truc de c'est trop bien. Genre vraiment envie de le faire. Et vous me dites si je me trompe, peut-être moins toi, Cédric. Je sais pas, moi j'étais vraiment en mode c'est trop bien parce que dans tous les cas, on va sortir dehors avec le matos, avec des copains pour faire des trucs, des petites vidéos, des trucs comme ça, et c'était trop bien, quoi. Mais sachant que dans l'intitulé, moi quand j'y suis allé, je pensais vraiment qu'on allait faire que du logiciel, quoi, quasiment, qu'on allait nous filer plein de vidéos et pas du tournage, quoi, genre. Et au final, fallait tourner, fallait monter, fallait trouver des raisons de mettre des FX dedans. Enfin, c'était toujours un peu aussi ça qui était intéressant dans ce truc-là. Ouais, mais je pense qu'à posteriori, c'est hyper intéressant pour vous, quoi, quand même, d'avoir ces bases. Comme Dario, moi c'est pareil, j'ai jamais trop eu le caméscope des parents, ces trucs-là. Moi, j'avais pas trop les mains sur les caméras, sur le matos, donc forcément, c'était un peu mes premiers tournages entre guillemets. Bon, c'était à l'arrache entre copains pour un exercice d'école, en dehors de, tu vois, des petites web-séries webcam qu'on a pu faire avec des copains à 14 ans, tu vois. Mais ça reste quand même une vraie expérience, peut-être pas pro, mais en tout cas professionnalisante. Ouais, voilà. Ouais. Et c'est là, en fait, MGM, que moi, je me suis rendu compte que là, j'étais en train de payer une école 6 000 € l'année. Mais en fait, après le premier gros tournage de l'année, qui était le projet de fin d'année en première année, pardon, je me suis dit, en fait, j'ai tellement plus appris sur les 3 jours de tournage oui, mec. que sur les 9 mois sur les d'école. cours, tout ça. Alors que le court-métrage de fin d'année, il était naze en plus, vraiment. C'était Modem. Attends. Méthode. Que vous ne trouverez pas sur internet. Je l'avais sur un disque dur, t'as de la chance, je me le suis fait voler. Ah, merci. Voilà, il n'y a rien qui remplacera en vrai l'expérience terrain, je trouve. C'est sûr. Et aussi, et ça on l'a déjà dit dans plein d'autres épisodes, mais tu vois le truc qu'on pouvait sortir le matos comme on voulait et tout, c'était trop bien, tu vois. Juste brancher un micro HF, des trucs comme ça, ça sert, quoi, de savoir le faire. Mais ça nous a permis aussi de partir sur un truc peut-être un peu plus ambitieux, quoi. Là où on sortait dans la rue pour tourner un truc vite fait à l'arrache, là soudain on prévoit un tournage avec 6 jours de bateau et machin. Et pour vous, un western, donc location des chevaux, de machin, de trucs. Alors on n'a pas loué les chevaux, on a loué je me rends pas compte. Le chèque de caution pour le cheval. On a loué l'endroit, il y avait un cheval, oui, le gars il montait ouais. le cheval, en vrai. C'est vrai que le lieu collait bien en plus. Avec, parce que là on parle du coup du film de fin d'études de notre école, où Dario, avec Félix, que vous avez entendu dans un autre épisode, où c'était un western en fait. Hurt.
un western où du coup il y avait de la prod parce qu'il y avait un cheval, il y avait des décors, des costumes, tout ça en mode western quoi. Et ça a toujours été la petite guéguerre entre guillemets entre notre film à nous de fin d'études qu'on avait fait sur un chalutier et vous voilà. Non mais c'est que on avait je pense les projets les plus aboutis aussi en fin de parcours et du coup il y a forcément une espèce de rivalité qui se mettait en place. Et oui, puis c'était de la rivalité saine où on était potes et tout, donc c'était marrant, tu vois. On rentrait tous les week-ends ensemble en Vendée, tu vois. Donc. Mais au final, c'est les 2 meilleurs films du monde. Pas du monde, mais de tous les temps. De notre cursus, quoi. De notre promo et tout. Mais parce que c'était aussi les groupes de ceux qui avaient peut-être le plus de, entre guillemets, ambition à vouloir vraiment faire de l'art, quoi. Là où les autres, ils étaient en mode, il faut rendre l'examen, quoi, tu vois. Mais du coup, il y avait vraiment un truc, justement, en deuxième année, de step up. On s'est dit, ok, là, on a justement des ambitions. Donc, vous avez fait un film sur un bateau. Bon, ok. Moi aussi, je peux filmer un bateau dans un port. J'ai passé 5 jours à vomir. Et nous, on a fait un western, donc un film d'époque avec des costumes et tout. Yes, il y a un cheval, quoi, c'est cool. Quand t'arrives vers la fin d'MJM, est-ce que tu sais déjà dans quelle direction tu veux aller ensuite? Il y a eu un tournant en deuxième année, premier exercice de fin de trimestre, on fait un portrait doc. Et je me suis beaucoup investi dans le portrait doc. Et je sais pas pourquoi, j'avais jamais fait de documentaire, j'avais jamais pensé à faire des documentaires avant. Et du coup on nous dit vous faites un portrait documentaire sur une personne, voilà, puis vous avez 3 mois pour le faire, vous démerdez, machin. Donc moi évidemment je cherche des trucs un peu edgy, je me dis ok je vais faire un thanatopracteur, ça va être fou, personne va filmer un thanatopracteur, évidemment. Un taxidermiste? Non, c'est venu après ça. En fait, parce que attends, thanatopracteur c'est quoi? Thanatopracteur c'est les gens qui préparent les... les morts. Les morts. Oh putain. Donc à la base je voulais faire ça. C'est vrai. Donc je passe 2-3 coups de fil. Évidemment tout le monde me dit non en fait tu peux pas filmer des cadavres humains Dario. Putain, dommage, je trouve que j'aurais trop aimé étalonner mon plan avec le bord. T'as répondu dommage. Ouais c'est ça. J'étais un peu deg en vrai. Et je me suis dit ok qu'est-ce qui s'en rapproche le plus et qui est quand même atteignable, du coup taxidermiste. Qui empaille les animaux d'ailleurs. Voilà. Et on dit pas un empailleur, on dit un taxidermiste. Ouais, attention, le code barre. Rien à voir. Et du coup j'ai trouvé un gars pas loin de Laval qui est taxidermiste dans la vie, etc. Donc j'avais préparé tout mon interview, etc. Sauf que dans ma tête j'étais parti sur un truc de espèce de nouveau taxidermiste un peu en mode je fais de l'art, je fais des chimères, machin. Donc c'était un mode ok comment vous exprimez l'art à travers la mort, etc. Pas du tout, je suis tombé sur un vieux chasseur, machin. Donc j'ai dû réécrire l'interview en la faisant. Et c'est là aussi que j'ai appris que le montage, en fait, c'est une 3e écriture. Ça paraît évident pour tout le monde, hein, mais c'est là que je l'ai appris dans la pratique que justement le montage, c'est aussi une façon d'écrire un film. Et du coup, surtout sur du portrait doc. Ouais, complètement. Où tu peux vraiment biaiser et déformer le discours de la personne, en fait. Ce que je n'ai pas fait. Non, mais tu aurais pu. Tu aurais pu faire. Alors du coup, Léandre était venu avec moi en plus sur le tournage. Il était ingé son. Et je sais pas si tu te souviens, il avait dit des trucs un peu... il avait dit des horreurs. Hein. Il avait dit des trucs un petit peu... très border, tout ça que t'avais pas envie de mettre dans ton portrait sur la chasse, sur la vie animale et tout ça, quoi. En tout cas, il aime les bêtes. Ça, il y a une chose dont on est sûr, c'est qu'il aime les bêtes. Sur les boucheries halal, les trucs comme ça. Ah oui. Non, mais voilà, je dis que ce passage-là, en fait, à MGM, ça a été un peu un déclencheur de OK, en fait, je trouve ça trop cool, les documentaires. En fait, je préfère rencontrer des vraies personnes et filmer des vraies personnes. Et je pense qu'il y a aussi un truc, vous me direz ce que vous en pensez, mais de un peu plus dédouaner de la réal. Il y a un truc, du coup maintenant c'est plus le cas, maintenant je trouve ça hyper frustrant, mais de se dire ok, bon si le plan est pas parfait, c'est pas grave parce que c'est du documentaire, on essaie de capturer plutôt le réel, etc. Donc il y a moins d'écriture de plans, etc. T'as moins de prépa, t'as moins d'implication, tu prends moins de risques aussi, je trouve. Je pense aussi. Parce que c'est mon avis, hein, mais... quand t'écris quelque chose, de comment tu vas le filmer et tout, forcément les gens vont te juger sur ça. Alors que là, tu dois mettre en lumière un sujet qui existe déjà, en fait, et du coup, oui, bien sûr qu'il y a une part de réal, etc. Tu peux te cacher un peu derrière le sujet. C'est ça, t'as déjà un squelette, je trouve, que tu joues avec, mais quand tu crées un truc de A à Z, oui, là, forcément, t'as plus de chances de faire des erreurs. Et je suis complètement d'accord avec toi sur le fait que le portrait doc, c'est un peu le truc où tu te dis, bon, là, j'ai pas l'énergie, l'envie de créer un truc dur, enfin entre guillemets dur, chronophage,
et où je peux potentiellement me faire allumer, et du coup un petit portrait doc pour quand même se familiariser avec la création filmique, parce qu'il y en a quand même et tout, sans pour autant tout conceptualiser, être maître de chaque aspect. Le côté un peu de se dédouaner, en fait je trouve aussi que le portrait doc, tu peux être beaucoup plus dans le spontané, et en fait c'est être ouvert à la proposition des gens, quoi, parce que le sujet de ton documentaire, il peut d'un coup te mettre un nouveau truc sur la table que tu n'avais pas du tout prévu, et là tu pars complètement dans autre chose, alors que ça peut se passer aussi dans de la fiction, mais généralement c'est que ça crée soit une problématique, soit faut se réadapter et du coup changer ton film, etc. quoi. C'est vrai que le documentaire, il y a beaucoup en fait tu développes beaucoup plus l'adaptabilité en fait de l'improvisation. T'es spontané. Là j'ai pas ce truc là, j'ai pas mon 25 mm, qu'est-ce que je fais, machin, ok, je vais essayer de changer, mais en fait c'est vraiment sur l'instant, là où la fiction, toutes les expériences que j'ai eues avec de la fiction très écrite, etc., c'était quand même vachement plus encadré, un truc une liste quoi, de trucs à faire, etc. Moins de place à la proposition, comme tu disais, à l'impro, quoi. Donc c'est vraiment deux façons de créer qui sont un peu conflictuelles dans ma tête. C'est facile dis-moi, c'est beaucoup plus rapide à engendrer comme projet, à créer. Et une fois que t'as les images, après, t'as plus qu'à te faire plaisir derrière. Et du coup, quand t'aimes bien juste sortir la caméra, que t'as envie de faire des trucs, sortir des trucs, tout ça, je sais que j'ai ça avec la musique, avec Cédric ou moi de mon côté, c'est que t'as envie de créer des trucs, au moins c'est le genre d'entité, de médias, de supports qui sont faciles à sortir, quoi. Ouais, moins risqué aussi. Enfin, t'y mets moins de toi. T'y mets moins de toi parce que t'y mets moins de temps et moins de cœur et tout ça. Mais après, tu peux mettre du cœur autant dans ça, mais en tout cas, des gens dedans. Oui. C'est ça, genre c'est 10 fois plus efficace et ça te permet d'assouvir tes besoins créatifs assez facilement. Pour ça, le docu, je suis d'accord, c'est non seulement très intéressant de s'intéresser aux gens de la vraie vie, et en plus de ça, ça assouvit des besoins de vidéastes que d'aller tourner des images, que d'essayer des trucs, tout ça. Des fois, le docu, c'est hyper bien pour ça, quoi. Et du coup, ça t'a inspiré après pour la suite. Enfin, du coup, t'avais des... pour la suite, du coup, vous avez déjà eu Félix, donc on avait fait ensuite le Refuge de l'Arche, le documentaire sur le Refuge de l'Arche, qui est un documentaire sur un refuge qui récupère des animaux pour les animaux sauvages. Genre, il y a des gens en France qui ont des tigres dans leur jardin, et en fait, non, vous n'avez pas le droit. Donc, ils les récupèrent, en fait, comme c'est des animaux que tu peux pas remettre en liberté, on est obligé de les garder toute leur vie en captivité. Donc, c'était un sujet qui nous intéressait, et je trouve, en vrai, le grand écart entre faire un portrait doc sur un taxidermiste et juste après faire un doc sur un refuge d'animaux, je trouvais que c'était assez rigolo. Ils bougeaient les animaux, du coup. Ouais, c'est ça, ils bougeaient. Puis je me dis, putain, le lion qui était empaillé, il était dégueulasse, hein. Attends que j'ai les deux plans côte à côte, putain, il était vraiment pas ouf, quoi, le lion. C'est le regard, il l'avait raté sur le regard, Didier. Comme quoi, les animaux vivants, c'est mieux que morts. Voilà. Vous pouvez noter ça. Et merci à tous. Non, et du coup, donc ce truc-là, vous le faites juste à deux entre copains, ou est-ce qu'il y a on était avec Benoît aussi qui avait fait la choréale avec. Et du coup, c'est au sein d'un collectif, d'un truc qui a une volonté de devenir pro, ou est-ce que c'est juste comme ça entre potes? On voulait faire un collectif de vidéastes à Nantes, etc. Comme en vrai, je pense 3/4 des gens qui ont eu notre diplôme et qui se sont retrouvés en 2019-2020 en mode ok, on fait quoi maintenant? Donc on s'est dit on voulait faire un gros projet en fait, parce que on avait été un peu frustrés, parce que du coup c'est Benoît qui faisait la choréale avec nous sur le Refuge de l'Arche, il l'a aussi fait sur Heart, notre film de fin d'année, et on était un peu frustrés par rapport à la longueur de Heart. On était un peu frustrés de devoir rester dans un carcan de tant de minutes et pas plus. Donc là on est parti une semaine entière au Refuge de l'Arche pour filmer tous les jours de 8h du matin à 18h le soir. Disque dur, putain. Alors les disques durs, ouais. Mais encore aujourd'hui, ça reste mon expérience de tournage préférée, en fait, parce que juste, il y a un peu ce que tu disais toi Léon tout à l'heure, où en fait tu prends du matos avec des potes et puis tu vas filmer, quoi. Et il y avait vraiment ça, où on s'est pris un Airbnb pendant une semaine, on a pris une bagnole, des caméras et tout, on a investi de l'argent quand même pour louer des trucs qu'on n'avait pas, etc. Et juste se lever tous les jours pour les filmer avec ses copains, c'est vraiment un truc... J'invite les gens à aller voir justement le docu du Refuge de l'Arche que vous avez fait. Pour le coup, il y a du contenu, quoi. C'est un peu long, à mon goût, sur les plans ou quoi, mais ça c'est mon avis. Mais justement, c'est long et c'est bien parce que le propos, ça se voit que vous avez vraiment passé du temps avec les gens. Les interviews, elles sont longues, tout le monde explique tout du début à la fin. Genre vraiment, c'est une investigation sur le refuge. Et ça, c'est trop cool. Et du coup, ça se ressent que vous y êtes resté longtemps et que c'est pas juste 2 jours là-bas,
un max d'images au ralenti et puis après les 3 punchlines du mec. Non, c'est un docu qui a une certaine longueur pour des bonnes raisons, donc c'est cool. Ouais, il fait 33 minutes et quelques. Et en fait, ça a été un peu dur parce que chaque animal dans le refuge de l'Arche, chacun a une histoire très particulière en fait, et on s'est tout de suite dit, putain, ça serait cool de raconter l'histoire de cet animal. Et on s'est dit, putain, mais celle-ci elle est trop cool aussi, celle-ci elle est bien, celle-ci elle dit des choses hyper intéressantes. Ouais, le piège du documentaire. Exactement, donc on s'est arrêté à 4 animaux, donc il y a le lion, le tigre, l'ours et les babouins. Et du coup, c'est vrai que ça fait un truc qui est un peu dense, parce que sur 33 minutes, ça fait un peu serré, quoi, mais je l'ai revu il y a pas très très longtemps, et bon, vous avez tous vécu ça, mais quand t'as fait un truc et que tu le regardes 2-3 ans après, t'as quand même, soit tu te dis que c'est de la merde, soit t'es fier du projet, malgré, en fait, enfin tu l'acceptes comme il est, malgré ses côtés un peu boudinés, etc. Grave, il y a des trucs qui vieillissent pas dans la tête, c'est chiant. Et du coup, là, le tournage surtout. En le revoyant, j'étais vraiment fier, en fait, du travail que j'ai accompli avec mes copains, parce que, sortie d'école, on se dit on va faire un gros tournage sur une cause qui est importante, la cause animale et tout. Un truc, en vrai, on n'entend pas trop parler en France, le refuge de l'Arche et tout. Donc on était vraiment super impliqués, et en fait je le ressens en regardant le docu. C'est-à-dire qu'indépendamment de ce qu'il est, par exemple les longueurs que toi Léon tu peux lui trouver, je suis fier du projet, quoi. C'est le plus important, ouais. Et ça se ressent que vous avez bossé le truc. Hein. Et la même année ensuite j'ai joué, parce que j'ai joué dans un court-métrage. Court-métrage de Seconde Guerre mondiale, donc j'avais le rôle principal. J'ai pas envie de me le péter, mais. On va pas dire qu'il l'a réalisé. Non, mais du coup, j'ai joué dans Rapace, du coup, qui est votre film. Je sais pas si vous en avez déjà parlé dans Palabre de Rapace. On l'a peut-être mentionné. On l'a mentionné parce que c'était une belle expérience pour nous. Mais c'est vrai qu'on a bossé tous les 4 dessus, donc oui, c'est vrai. Ça vaut le coup d'en parler. Et moi, je bossais déjà en tant que libraire à ce moment-là, et du coup, j'avais des grosses semaines, parce qu'on l'a fait sur 2 semaines, c'était sur 2 week-ends. C'était 2 week-ends, ouais. Ben, moi, je bossais les 5 jours d'avant, etc. Donc, puis t'es quasiment l'acteur principal du film. Alors, tu peux le dire, je suis l'acteur principal du film. Cascadeur principal du film. Le quasiment, il. Non, mais en fait, par cœur, mais ils sont tous un peu à la même hauteur, là, les trois du film, quoi. J'ai aucune ligne de dialogue dans le film, tant mieux parce que je suis pas acteur du tout, quoi. Si tu fais quand tu te fais traîner. Oui, c'est vrai. Elle est froide l'eau. Et d'ailleurs, je t'ai doublé, ouais. Ouais, mais quand je me fais noyer. Quand tu te fais noyer, ouais. Ouais. Et puis t'as pas mal roulé dans le sable, tu t'es jeté dans l'eau, machin. Allez, montre-la ta cicatrice, Dario. Allez. Le lendemain, j'avais les genoux violets, en fait, parce que sur la plage de Galets, là où je me fais traîner, genre Léon, tu me dis ok, bah là, Dario, tu claudiques, machin, tu te pètes la gueule. Donc je l'ai fait vraiment, on l'a fait 2-3 fois, quoi. Mais mes genoux, ils étaient violets, quoi. J'étais. Mais Léon, il prend du plaisir à ça. Ouais, je pense que. Surtout que la semaine d'après, tu me dis, bon, voilà, faut qu'on retourne dans l'eau, Dario. C'était au mois d'octobre. Hein. Après, on t'a mis une superbe paye. Enfin, ça t'en parle pas, par contre. Vous aviez des combis, et moi, j'étais vraiment avec un vieux Marcel trop grand. C'était cool, c'était chouette. Ouais, c'était marrant. Ouais. Bon, oui, mais voilà. Grâce à nous, ta copine actuelle t'a mis un manteau sur l'épaule. C'est vrai. Sur le moment, peut-être. C'est vrai. Une couverture de survie, même, je crois. Couverture de survie. Elle était arrêtée, le pauvre. Voilà. Peut-être qu'elle est tombée amoureuse de toi à ce moment-là. Non, c'est venu après. Ah. Non, je te jure, c'est venu après. Tu disais à ce moment-là, tu bossais déjà en librairie. Et donc c'est venu assez vite au final. J'ai dû. Comment tu fais ce choix-là en fait? En fait, j'étais en Vendée encore, donc j'étais libraire en Vendée pendant 1 an. Et je me suis dit, c'était l'époque Covid aussi, donc il y avait un truc de. Il y avait plus de tournage. 2020, c'est galère de faire des trucs, quoi. Ouais. Donc je vais trouver un taf au moins pour cet été. À la base, c'était que pour l'été. Et finalement, je suis resté plus longtemps, ça, comme tout le monde, quoi. Mais c'était pas un choix de ok, j'aime les bandes dessinées, je vais vendre des bandes dessinées. C'était vraiment juste, faut que je trouve un taf, ça a l'air cool. Pas envie de retourner au McDo, ce que j'ai fait pendant 1 semaine avant d'avoir ma réponse pour aller bosser en librairie. Et du coup, je suis resté 1 an là-bas en tant que libraire en Vendée. Après, ils m'ont proposé un CDI, mais je voulais pas m'enterrer en Vendée. Parce que t'aimais bien quand même le métier libraire? Ouais, en fait, c'est le côté parler d'œuvres d'art, découvrir des œuvres d'art et tout qui me plaît. Mais en vrai, la manutention, j'en peux plus. Genre là, on est à la période de Noël. C'est vraiment pas ce qui me plaît, quoi. Donc là, aujourd'hui, je le vis un peu mal. Le côté,
oui, bah Dario, il y a le nouveau 13 qui sort, tu vas en recevoir 700, et puis tu le mets sur palette, machin. C'est vraiment tout le côté manip, rangement et tout, c'est vraiment ce qui me fait chier. Il me fait ne pas détester totalement mon travail, c'est le côté discussion avec les gens. Bah ouais. Et en fait, j'ai toujours fait ça, j'ai toujours conseillé des trucs que j'aime bien, ou quand on me demande pourquoi j'ai pas aimé, je pense qu'on en reparlera, mais je suis assez vocal pour dire pourquoi j'aime pas les trucs, etc. Donc j'ai toujours pris ça a toujours été hyper important pour moi en fait de donner un avis honnête sur les choses, que ce soit sur ce que vous faites quand vous me l'envoyez. Je veux toujours être honnête le plus possible. J'ai pas envie d'édulcorer ce que je pense parce qu'on est copains ou parce que je peux vous faire de la peine, etc. Tu fais pareil même si tu dois quand même vendre le truc, quoi. Ouais, ça c'est bien. Et du coup, des fois, on me dit, il y a une personne qui a une BD dans la main, elle me dit, je vais prendre ça et tout, qu'est-ce que vous en avez pensé? Bah, si j'ai pas aimé, je dis, j'ai pas aimé. Les gens la prennent pas. J'ai pas aimé connard. J'ai pas aimé connard. C'est le genre d'enseigne où justement ils te vendent pas pour vendre, et puis c'est pas parce que tu dis que t'as pas aimé que tu vas faire fermer le rideau du coup, si la personne elle te demande, c'est qu'elle te demande aussi potentiellement que tu lui proposes autre chose, et pour le coup, t'as 1 milliard de choix à côté, quoi. Donc tu vois, c'est comme ce genre de magasin LDLC, tu vois, magasin d'informatique, tout ça, où je trouve, toi Martin, par notre propre expérience dans ces magasins-là, c'est qu'il va vraiment te conseiller, pas forcément le plus cher, le truc le plus adapté en fait en fonction de ce que tu as besoin, etc. J'ai assez d'espace pour mettre en place des trucs que moi j'aime bien, et moins des trucs que j'aime pas justement, mais qui vont se vendre quand même, tu vois. Donc ça c'est cool d'avoir quand même un petit espace, de dire ok, bah là cette BD là je vais la mettre en avant, en fait c'est même moi qui choisis les commandes sur certains trucs et tout. Donc dès le début, s'il y a un projet auquel je crois plus qu'un autre, je peux en commander plus et le mettre en avant dès le jour de la sortie. Par exemple, pour vous donner un exemple très concret, la bande dessinée Au-dedans, je sais pas si vous voyez, c'est un auteur américain qui l'a écrite, c'est sorti en début d'année là. Ben moi, dès qu'on me l'a présenté, j'étais en mode ok, ça je le veux, ça a l'air trop cool, j'en ai commandé une dizaine, alors qu'en vrai c'est un truc qui parle pas spécialement aux gens en France, entre guillemets. Et finalement, il se retrouve dans la sélection Fnac France Inter, donc forcément les ventes vont augmenter, etc. Mais moi en fait, ça fait 6 mois que j'en vends une dizaine par mois parce que je la mets en avant, parce que c'est un truc que j'ai bien aimé, quoi. Donc là, dans les 2 derniers mois de l'année, beaucoup de gens vont l'acheter. Parce que justement il y a ce coup de com Fnac France Inter, etc. Il est dans il va sûrement être dans les finalistes. Donc je suis un peu content. Il y a un truc de t'avais capté, quoi. Ouais. Je suis reparti à Nantes. En fait j'avais assez travaillé pour avoir récupéré mes droits au chômage du McDo. Plus j'avais 1 an de travail en librairie de chômage. Donc je me suis dit ok, là j'ai du temps en fait pour faire des trucs en tant que vidéaste. Et si jamais souvent en fait quand tu débutes tu gagnes quasiment rien, quoi, donc ou tu gagnes rien des fois. Donc je me suis dit si jamais pendant 3 mois je touche pas du tout d'argent, c'est pas grave, j'ai quand même mon chômage qui va tomber, donc je vais pouvoir payer mon loyer, acheter à manger, etc. Je vais pas dépenser de ouf, mais c'est pas grave, quoi. Donc j'ai profité de ce moment-là, ça a duré 1 an et demi, un truc comme ça, pour faire mon plus gros projet en date, qui est un documentaire que j'ai tourné sur 6 mois, mais au bout d'1 an et demi, j'ai plus le droit de chômage, donc il faut que je retrouve du taf. Le poste de libraire était vacant en BD, donc c'est comme ça que je suis retourné en tant que libraire. C'était quoi du coup le documentaire? Sur les Caméléons, donc sur un groupe de musique vendéen qui a 30 ans de scène, que en fait je connais des gens du groupe. Et en fait ils ont fait en 2022 leur dernière tournée. C'est-à-dire qu'au bout de 31 ans, ils ont dit vas-y, on arrête et tout. Et du coup, dernière tournée, je dis ok, moi je peux vous filmer pendant votre dernière tournée, on fait un docu là-dessus, etc. Ah, c'est même pas passé comme ça. À la base, Tony, le guitariste des Caméléons, me demande si je peux pas filmer leur dernier concert, en fait. Je lui dis en fait ce serait plus intéressant que je filme les derniers concerts et qu'on fasse des interviews, qu'on discute, machin, que je filme un peu les backstage. En plus ils ont un DVD qui est sorti au début des années 2000 où il y a pas mal de petits trucs que je peux récupérer un peu en mode archive, etc. Donc ils ont tout de suite dit ouais, trop bien, surtout que je le fais gratos, hein. Donc voilà, 6 mois de tournage, ça a commencé les Feux de l'été en Vendée, c'était notre premier tournage pour les Caméléons. C'est là que Félix a rencontré d'ailleurs c'est là qu'avec Félix on a découvert Jessica, qui est la violoniste sur laquelle il a fait un portrait doc. Ah, ok. La première fois qu'il l'a vue, on était ensemble, elle était sur scène, en fait, elle ouvrait les Feux de l'été. Ok.
Donc tout s'entrecroise, puisque à ce moment-là, justement, Félix lance son portrait doc sur Jessica, donc la violoniste. Et du coup, bah, on est en mode, bah, avec Félix, on filme des concerts tout le temps. Et je sais qu'à l'époque, ouais, vous étiez vraiment tous les deux un binôme de vidéastes. Vous vouliez vraiment vous spécialiser dans la capta de concert, quoi. Ouais. Et vous étiez tout le temps pendant un an que dans ça, à travers ton docu, à travers même les groupes de Jessica. Et c'était votre credo, quoi. Enfin, vous étiez parti là-dessus, en tout cas. Et c'était trop cool. Ou musique plus globalement. Peut-être pas que des concerts, finalement. Mais... Non, mais c'était surtout des captas de concerts, parce que c'est ce qui paye, en fait. C'est comme la vie institutionnelle, quoi. C'est eux qui ont un peu d'oseille à donner. Donc, Mais c'était une volonté de votre part, c'est que soudain ça vous a passionné de filmer de la musique, quoi. ouais, en fait, un peu comme pour le portrait doc, le premier concert que je filme, je dis ok, putain, c'est trop cool, mais je suis frustré, j'ai pas pu faire ça, j'aurais bien aimé faire un plan comme ça. Premier concert, j'ose pas monter sur la scène, vraiment. Ceux que c'était devant 3000 personnes, c'était les feux de l'été, machin. Donc j'ai pas, entre guillemets, pas les couilles. On peut dire des gros mots ? Oui. J'ai pas les couilles de monter sur scène devant 3000 personnes avec ma caméra, alors que les caméléons, ils sont 10 sur scène, ils sautent dans tous les sens. Donc il y avait ce truc-là de, après le concert, putain, j'aurais dû faire ça, et du coup, c'est... Ouais, finalement, c'était pas plus mal d'avoir plein d'autres concerts derrière à filmer, Ouais, parce qu'à chaque fois, c'était de mieux en mieux, quoi. Ouais, c'est ça. Comme le Félix, quand il s'est ramené en jaune fluo sur scène dans les premiers concerts. Ouais, et il s'est fait engueuler par l'ingé son qui était du coup dans la fosse, et qui lui a dit, bon, bah, la prochaine fois, mets plutôt un t-shirt noir, en fait, parce que là, on voyait que toi. Et ouais, donc c'est là que j'ai découvert la capta de concert, et le fait que, bah, bon, déjà, c'est super éreintant physiquement, en fait, parce que tu ne t'arrêtes pas, parce que c'est pas de la capta de concert, c'est pas Scorsese qui a 12 000 caméras et qui fait du cut en direct, etc., comme il avait fait pour The Last Waltz. Mais il y a un truc aussi de, ok, on va filmer un concert à 2 caméras, il faut absolument que les images qu'on va faire en simultané soient différentes et qu'on ait un maximum d'images de ce qui va se passer. Donc on est parti du principe, en fait, avec Félix, qu'on allait tourner comme si c'était une capta de concert, tous les concerts. Ouais. Donc là, je me retrouve avec une jungle entière de rush. Parce que toi, justement, ce documentaire-là, genre, qu'est-ce qu'il t'apporte, tu vois ? Il m'apporte le fait de me dire que, ok, je suis libraire, mais j'ai quand même ce truc-là qui me reste, que j'ai pas fini, donc sur lequel je travaille de temps en temps. J'ai un peu de mal à m'y mettre de manière religieuse, entre guillemets. Parce que, en même temps, je pense qu'il y a aussi ce côté sécuritaire de se dire, bah, une fois que ce docu-là est fini, T'as peur de le finir, en j'ai fait. plus rien, en fait. Parce que j'ai pas le temps de me lancer dans des projets. Mais ça te prendrait moins de temps, en plus, de retourner un nouveau docu que de faire le montage de celui que t'es en train de faire, quoi. Je pense, ouais. Mais en plus, il y a ça qui me met des bâtons dans les roues. Enfin, c'est moi qui me mets des bâtons dans les roues. Mais il y a aussi le fait que bah, j'ai pas eu de deadline, tu vois. On m'a pas dit, les caméléons m'ont pas dit, bah, il faut absolument que... Pas comme on discutait tout à l'heure de la motivation que vous aviez avec les cours, et que bah toi t'as pas réussi, en tout cas sur ce projet-là, à te mettre cette discipline-là à toi-même, et du coup bah là, comme ça fait trop longtemps, bah, c'est trop dur en fait de te remettre ce truc-là. Là, j'arrive à un moment où ça fait trop longtemps pour que ce soit encore d'actualité, parce que la fin des caméléons c'était 2022. Et donc en fait je me dis bah, que je le sorte dans 6 mois ou dans 2 ans, il n'y a pas de... personne verra la différence, quoi. Donc je me dis bah, je préfère prendre mon temps là-dessus pour... Et t'es du genre à vouloir finir un projet pour en faire un autre ? Ouais, je pense. Ouais, ok. Pas en faire plein en parallèle, t'as des disques différents et tu bosses sur plein de trucs en même temps. Je peux bosser sur les trucs pour d'autres personnes, en mode cadreur et tout, mais... Des trucs d'implication mentale, c'est ça. émotionnelle et tout, il faut J'ai du mal à multitâcher. Je sais pas si je pense que c'est le problème de plein de gens dans nos métiers. Ah bah oui, complètement. On l'a eu, ce truc-là. Je pense qu'on a compris qu'il fallait... Enfin, moi, en tout cas, j'ai plus envie de faire comme ça, parce que sinon, tu sais, ça ralentit énormément les envies, les créations, les tout ça. Mais, et en même temps, ça crée des charges mentales, tu sais, d'en avoir plein en même temps. Mais oui, par contre, en finir un pour en continuer un autre, je comprends totalement. Tu vois, genre Félix, il nous en parlait aussi. Ça, il est beaucoup comme ça aussi, le fait de boucler un truc avant de se libérer parce que on est le genre de personnes, je pense, qui donnons beaucoup de cœur et d'énergie et de pensée au truc qu'on est en train de faire, parce que ça nous tient énormément à cœur, on est passionné, tout ça. Ouais, parce qu'on a que ça aussi, hein. Parce que là, Ouais. là on finit un projet, il va finir sur YouTube, il va faire 5000 vues, et puis voilà. puis voilà, quoi, tu vois. Et c'est pour ça, je me dis, autant en sortir, tu vois, le plus possible, pour ne pas être frustré, parce que le résultat, dans tous les cas, à nos échelles, pour l'instant, j'espère, n'est pas encore satisfaisant, dans le sens où ça va être des produits audiovisuels, ça va pas être des petits films, des choses comme ça qui vont nous
propulser du jour au lendemain. Par contre, c'est la masse de ces trucs-là qui vont faire qu'en plus on trouve notre univers, C'est un corpus, quoi. qu'on rencontre des gens, qu'on se fait un réseau, tout ça. Et du coup, autant en faire plein, selon moi. Autant en faire plein que. Je trouve qu'il y a oui. débat, hein, mais c'est deux façons de voir. Moi, j'ai les deux. Mais je Ouais. me dis aussi que moi, pour la satisfaction personnelle et aussi l'envie et les rails sur lesquels ça te met d'être productif, d'être à fond motivé, et pas comme par exemple Dario là avec ce documentaire là, ou nous avec le portrait de Valentin, du coup de te dire de toute façon que je taffe dessus aujourd'hui ou demain ça change rien du tout. Donc ça, d'avoir plein de contenu comme ça, je trouve pour moi c'est à ça que ça sert. Ça donne un rythme, ça donne un rythme, mais par contre moi je suis alors pas convaincu et tout, et c'est pour ça que je pense qu'il faut un peu jongler avec les deux, mais j'ai pas l'impression que c'est les petits projets comme ça qui font que ça va te faire un moment, une étape charnière dans ta vie pro artistique, qui font qu'à un moment hop paf ça va décoller, tu vois. Moi j'ai plus l'impression qu'il faut dans l'idéal en fait réussir à faire les deux, quoi. Et le truc c'est d'avoir plein de petits projets. Oui, en avoir une colonne vertébrale. Et avoir derrière ton truc. Mais par contre, lui, il faut se mettre une niaque de fou pour prendre le temps de le taffer. Ça dépend le type de projet, je pense. Si on parle de projet, de docu, enfin, si c'est un projet qui a vocation à être long, un long métrage, un long documentaire, tout ça, pour moi, c'est encore trop tôt dans la carrière pour derrière avoir le résultat qu'on souhaite avoir. Après, tu Par peux contre, le préparer. Début de carrière, jeune vidéaste que nous sommes, tout ça, c'est plus un laboratoire, tu vois, où t'essayes des trucs, parce qu'on est encore jeune cadreur, on est encore jeune chef-op, tout ça, monteur, etc. Et du coup, c'est le moment d'essayer des trucs, de montrer, de se dire, je sais faire ça, ça chez mon père, ça me plaît moins, etc. Plutôt que de tout mettre à notre âge, à notre expérience, même si ça fait quand même, plus les études et tout, ça fait 6-7 ans qu'on fait ça de manière pro, il y a encore des trucs sur lesquels on peut pas mettre toute notre énergie dans un long truc. Mais c'est mon avis. Ouais, mais moi j'ai le même avis que toi, mais mélangé avec l'autre. Mais en fait, pour moi, ça a changé aussi ça avec. Pour moi, ce truc-là, de plein de petites capsules, c'est plein de petits. Des capsules ou des mini-docs, petits contenus, mais tu vois, plein de petits trucs comme ça. Ça marche avec le fonctionnement des réseaux. Mais pour moi, dans mon idée d'aboutir un jour potentiellement au cinéma, ou tout du moins à des productions un peu plus grande échelle, du moyen, du long, de la fiction, du budget, de la prod et tout. Moi j'ai l'impression que à un moment il faut quand même faire un truc qui... Je pense que ce film-là tu le feras quand on te demandera de le faire. Plutôt que de l'avoir fait déjà tout seul en y mettant 2 ans, tout ça. Ouais, mais si tu le fais tout seul, déjà, t'as plus de chances qu'on te demande de le faire. Oui, bien sûr. Et c'est souvent... Je te parle de le préparer, pas forcément de le tourner, mais Et encore, peut-être que le tourner, faire des pilotes, c'est des courts-métrages. Nombre de films qui viennent de courts-métrages à la base. Ça, grave, tu vois. Mais bosser un long-métrage en autoproduction, en y mettant tout son argent de poche, en y mettant tout ça, genre, je trouve ça... Un moyen métrage. Ouais, mais pareil, trop risqué. Un moyen en plus c'est indiffusable, tu vois, c'est comme le court-métrage, en vrai ça vit pas, ça donne pas envie en fait de faire YouTube, vidéo, enfin tu vois. Oui, mais du coup tu restes encore dans ce domaine-là. Ça devient ton showreel entre guillemets quoi, enfin du coup c'est ça que t'as proposé. Ouais, mais du coup moi par contre je sais que... Enfin je sais, non, mais je ferais pas je trouve ça admirable, tu vois, les gens qui font le coup de poker. Tu sais, qui ont travaillé pendant 5 ans, qui ont économisé, 50 000 euros, tu vois. Moi, je sais qu'en termes de charge mentale, de pression, je tiendrais jamais. Je me mettrais je deviendrais fou, en fait, parce que j'aurais tellement peur que ça loupe au vu de l'investissement. Mais par contre, d'avoir ton truc préparé, où le jour où, justement, grâce à tous tes contenus que t'as fait, qui sont sortis tous les 2 mois, qui montrent ce que tu sais faire et tout, justement, le jour où on te dit ah mais mec, en fait, trop bien, j'ai envie de te produire. Là, tu l'as ton dossier déjà fait, ton histoire, ton scénario, tu sais ce que tu veux raconter, t'as ta réal et tout, quoi. Mais c'est important, je trouve, quand tu fais une forme d'art, de s'amuser tout au long de sa vie, tu vois. Et de pas tout mettre les œufs dans le même panier, tu vois. Mais de s'amuser, d'avoir toujours des idées, tout ça. Moi, j'ai beaucoup changé d'avis sur ça que Mais le risque de ce que tu dis, toi, Martin, d'avoir son truc prêt, en mode si jamais quelqu'un m'appelle, c'est que le risque c'est que tu le fasses potentiellement jamais, et que tu sois frustré de jamais avoir fait ce truc-là. Bien sûr, mais après il y a des gens, en tout cas moi je sais que c'est le cas, c'est un kiff d'écrire.
Du coup, ça me fait du bien, comme faire des projets aussi réguliers et tout, mais ça me fait du bien, moi, d'avoir des temps d'écriture et tout. Et bon, le mieux, c'est de pouvoir un jour les réaliser, ces trucs-là, mais juste le temps d'écriture aussi me plaît. Et en vrai, moi, j'y vois aussi comme tester des trucs dans la vidéo, tester des trucs dans l'écriture, en fait, et de voir au bout d'un moment, tu fais lire à des gens, ou alors tu lis toi-même... 6 mois après, tu fais mais non, ça marche, enfin ça marche pas et tout. Je trouve que c'est d'avoir pour ceux qui ont l'appétence de l'écriture et tout, d'avoir quand même ce petit travail de fond régulier et tout, enfin comme une veille technologique pour le matos, quoi. Je trouve que c'est important aussi d'avoir un peu ce truc-là régulier, tu sais, de se remettre à écrire des trucs, Ce recyclage. Ouais, pas forcément ce recyclage, mais d'avoir ce travail intellectuel, tu sais, de pas juste de créer, mais de stimuler et tout, cette facette-là qu'est l'écriture. Là, c'est très spécifique à l'écriture, mais de garder dans un coin de sa tête, putain, ça, je veux faire ça, tu vois. Mais par contre, ne pas y mettre toutes ses billes et de prioriser, et ça, c'est Léandre qui m'a un peu fait switcher sur cette façon-là, mais oui, prioriser le rendu d'objets concrets assez réguliers, parce que c'est vrai que ça fait trop du bien, enfin juste d'avoir fini un petit truc, fini un petit truc et de se dire bon maintenant à quoi je vais mettre ça. Cette petite période elle peut être un peu dure des fois, sauf si t'as de la réserve, mais c'est ça, mais quand t'en as pas, du coup là tu vois, je suis un peu dans ça moi perso, et genre je suis un peu en mode putain, qu'est-ce que j'ai envie de faire, mais c'est bien en même temps, hein. Il y a un petit côté un peu tu vois, d'essayer de trouver son nouveau petit truc à faire en pas longtemps. Mais non, mais du coup, tant qu'on est sur ces sujets-là, toi du coup Dario, t'es comment vis-à-vis de ce truc-là d'équilibre en fait entre le pro et la passion, la motivation, la frustration? Je pense que j'ai un équilibre un peu dégueulasse, parce que du coup mon travail me prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, donc j'ai pas beaucoup d'énergie à donner en dehors en fait de mon travail. T'as l'envie, mais t'as pas forcément ni le temps. C'est ça. Et je pense que si j'avais vraiment beaucoup plus envie de me lancer dans un truc, un projet secondaire ou je sais pas, je pense que je trouverais le temps au détriment de ma santé. Ça me rappellera mes années McDo, quoi, de faire 2 trucs en même temps. Mais tu vois, c'est marrant parce que il y a pas longtemps, je me suis fait une réflexion, j'ai eu un éclair de génie, je me suis dit mais en fait je suis créateur de contenu, genre je suis créateur de contenu sur internet. Parce que je fais Jumpscare, du coup on fait un truc hebdomadaire et dans ma tête avant ça, créateur de contenu c'était genre les gars qui font des vidéos sur YouTube et puis basta, quoi. Et dans ma tête c'était un poil pas un gros mot, mais genre c'est un peu le truc oui non mais moi je veux faire de l'art, moi ça m'intéresse pas, quoi. Et en fait je suis en train de revenir là-dessus, je me dis putain, si un jour je trouve assez de motifs pour faire du contenu genre pour YouTube de manière régulière, tout seul, je veux dire, du coup tout seul, ouais. Je pense que ça pourrait me correspondre, mais bon, le danger c'est de se dire que ok, moi j'ai fait une école de vidéo, donc mes vidéos seront forcément mieux montées ou plus jolies que les autres, et du coup ça va forcément marcher. Et j'ai pas envie de me lancer dans un truc en me disant que ça va marcher et d'être déçu au bout de 6 mois de... Ah non, faut le faire, et puis... Il faut voir où tu mets tes attentes aussi, tes objectifs. Mais ça rejoint ce que tu disais au tout début, en mode... moi je pensais que... Enfin, tu disais que tu pensais que tu serais potentiellement plus quelqu'un qui va aimer parler des choses que de faire. Pour l'instant, c'est ce que je suis. Hein. Ouais. Et en fait... tu voudrais potentiellement te mettre sur YouTube pour faire de la review et... Je sais pas si ça serait spécialement pour de la review ou des trucs comme ça. Je suis plus fan des contenus un peu américains type Casey Neistat, où en fait on te parle d'un truc qui parle à la personne qui fait la vidéo, mais qui en soi toi tu t'en fous, tu vois, genre tu regardes la vidéo parce que c'est bien écrit, parce que la personne qui t'en parle... Celui qui a fait le docu sur le jeu vidéo et tout ça là. Non, ça c'est The Great Review. Ah ok. Non, Casey Neistat c'est un youtubeur américain basé à New York qui a fait des trucs pour HBO au début des années 2000 et qui s'est lancé sur YouTube. Okay. C'était trop bien. Tu vois, l'ère YouTube sur le vlog, genre 2012, c'est lui qui a lancé ça en fait. En fait, ce genre de contenu là un peu écrit de j'ai envie de vous parler d'un truc que j'aime bien. Je trouve que c'est quelque chose qui me correspondrait plus. Genre, tu vois, tout à l'heure en off, on parlait du fait que je peins des figurines sur mon temps libre. Parce que déjà, en vrai, ça prend beaucoup de temps. T'as du temps libre. Donc, mais le problème c'est que je fais ça à côté, je fais que des trucs qui prennent énormément de temps, que ce soit le montage, même si j'en fais peu, peindre les figurines, faire du jeu de rôle, etc. Tu vois, que des trucs qui prennent du temps.
ça c'est le problème, je pense, de tous les humains de la planète, mais c'est de vrai notre que génération mais surtout. plus au fur et à mesure que l'on vieillit, j'ai vraiment l'impression qu'il n'y a pas assez de temps dans une semaine, quoi. Ouais. Et en même temps, j'adore dormir. Tu vois, donc il y a un truc où faudrait que je dorme moins pour pouvoir faire plus. Mais j'aime bien dormir, quoi. J'aime bien être dans mon lit, Et traîner, quoi. tu es quelqu'un qui pourrait se mettre une... comment dire, t'es chaotique un peu, tu vois, dans ton organisation, ou si un jour t'as le projet et tout, tu saurais te dire ok, là je me structurise et je me fais une heure par jour, je taffe sur ça, enfin tu vois, Je pense que si j'ai le déclic de me dire ok, je me lance là-dedans, j'arrive à être très structuré. En fait, le danger, je pense que vous allez comprendre là où je veux en venir, mais le danger, c'est toujours d'attendre les autres. Tu vois, il y a 2 ans, je t'avais dit, Léandre, moi j'aimerais bien faire de la natation, j'en fais tous les jours, une fois par jour, 1 heure par jour. Et au final, j'ai arrêté parce que tu sais, on devait y aller ensemble, et des jours où on pouvait pas, machin, si Léandre y va pas, j'y vais pas. Donc, en fait, le truc d'attendre les gens, même quand on veut faire des sorties avec les copains en mode non, mais ça, on a dit qu'on le ferait tous les 5, finalement, lui est pas là, on va pas le faire sans lui, et du coup, c'est un truc que tu feras jamais. Je vois très bien de quoi tu parles. Tu vois, genre, attendre les autres, c'est toujours ça qui me permet qui m'empêche plutôt de faire les choses. Et du coup, je pense que si jamais je devais me lancer dans de la création de contenu tout seul, je le ferais tout seul. Bah oui, au moins j'attendrai personne. Tu peux être sûr qu'il y aura toujours des petits coups de main et de l'aide ici ou ailleurs de la part de tes potes. Parce que ça c'est trop bien parce qu'on est tous un peu dans la même énergie vis-à-vis de ça, tu vois, d'aller faire des trucs pour les autres. Avec des compétences un peu différentes. Ouais, c'est ça. Participer en tout cas au truc, je pense parce qu'en fait, on est tous conscients du fait que faire un projet vidéo, quel qu'il soit, c'est galère et ça prend beaucoup de temps, beaucoup d'argent, beaucoup d'énergie. Et du coup, si on peut aider les copains, c'est mieux de le partager avec nos compétences à nous pour décharger un peu le poids de la personne qui le fait. C'est pour ça que moi j'ai toujours dit oui pour donner des coups de main. C'est pour ça que je joue dans Rapace. Je vous filme mes lives quand vous en avez besoin, etc. C'est parce que je sais que c'est galère et que je préfère encourager les gens. C'est-à-dire que si moi je fais pas des trucs artistiques, je préfère encourager mes amis qui vont le faire, quoi. Nous, ça nous est déjà arrivé tous les deux avec Léandre, même je pense tous indépendamment les uns des autres. Tu saurais pas te mettre une deadline en fait pour les caméléons, quitte à ne pas rendre le truc parfait que tu aurais peut-être aimé rendre. Je veux dire pas pondre une merde pour te dire j'ai fini un truc, mais tu sais, te dire bon ok, là je me laisse jusqu'à je sais pas moi mars 2025, et mars 2025 peu importe tu vois ce qui sera terminé. Est-ce que ça fonctionne ça chez toi? Ça a un peu fonctionné parce que genre début de l'année j'étais un peu au point mort avec ce docu là où j'avais déjà fait du montage mais j'avais détesté ce que j'ai fait, donc j'ai quitté Première, j'ai dit je le lancerai la semaine prochaine pour recommencer, et je l'ai jamais fait. Et du coup Tony des Caméléons me dit en septembre on a une soirée avec les Caméléons, on aimerait bien montrer des images de ce que tu as filmé, etc. Je dis ok, d'accord. Donc ça m'a mis une déterre de me dire ok, en septembre il faut que j'ai des trucs à montrer. Et du coup j'ai eu le temps en fait pendant l'été de monter ce qui est entre guillemets un ours, quoi, un truc où juste le propos du docu est là. Il y a plein de trucs de montage à changer, des trucs à améliorer évidemment parce que c'est vraiment un truc assez brut, mais du coup j'ai avancé en 3 semaines beaucoup plus qu'en 1 an, tu vois. Donc ça marche, mais j'arrive pas à me mettre des deadlines à moi tout seul. Et attends, juste pour les auditeurs, monter un ours. Oui. On dit que c'est un ours parce qu'il faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué. C'est pour ça que c'est un ours, c'est-à-dire que c'est même pas une V1, c'est pas une première version de ton projet, c'est encore moins que ça, quoi. C'est vraiment à cause de ça? Je pense. On m'a toujours dit ça, je sais pas si c'est vrai. Non mais oui, c'est mettre des premiers bouts de rush à la suite, c'est avoir une espèce de structure globale de ton film sans qu'il y ait tous les détails bien montés comme il faut et rien de fini. Mais c'est ça globalement. Tous les aspects. Un ours. Et du coup, pour rebondir sur ce que tu dis, est-ce qu'il faut pas, et comme je pense que c'est source de motivation pour moi, pour Léandre, pour Cédric, ou pour toi du coup, est-ce que il faudrait pas qu'en fait presque tu trouves ton prochain sujet, tu vois, ton prochain projet vidéo, et comme ça te dire bon là en fait j'ai envie de faire ça, mais avant de faire ça je vais finir les Caméléons, et donc du coup il faut que je finisse et que je le bombarde. En fait le fait que j'ai les Caméléons en tête, de toute façon ça m'empêche de trop réfléchir à autre chose.
Mais j'ai déjà, je pense, mon prochain projet, mais j'ai pas envie de me lancer dedans parce que j'ai pas fini le premier. Ça va te parler, Martin. Moi, j'aimerais bien faire un docu sur la boxe. Je connais un mec à Nantes qui fait de la boxe et tout, et on en a déjà parlé. On a déjà parlé de sa façon de voir la boxe et de comprendre la boxe. En soi, moi, la boxe m'intéresse moyen, mais c'est plus le côté raconte-moi à travers tes yeux à toi pourquoi ce sport-là est spécial, pourquoi c'est plus ça qui m'intéresse. Donc j'ai déjà le prochain projet entre guillemets. Voilà, pareil, faut que je termine le premier, quoi. Et du coup, juste je voulais rebondir sur cette histoire d'ours là. Je vous ai dit que j'avais une petite anecdote avec mon petit ours. Donc mon ours des caméléons est fait. Je l'envoie aux caméléons pour qu'ils le regardent, etc. Tout en leur disant, les gars, c'est un ours, quoi. Vous attendez pas à un projet. Donc ouais, ils m'ont dit, y a beaucoup d'interviews, non. Vous avez pas compris ce que je vous ai dit au début, mais bon, c'est pas grave. C'est le premier truc qu'ils t'ont dit? Ouais. Horrible. Mais tu taffes depuis des mois et tout. Du coup, je me dis. Ça, c'est un autre aspect de nos métiers, hein. C'est que des fois, ça fait mal. Je me dis, c'est pas grave. Surtout quand c'est pas une commande. Et du coup, un des gars des caméléons m'appelle genre 2 semaines après. C'est un gars qui bosse à Paris. Et il est en mode, ok mec, j'ai vu ce que t'as fait, merci pour le taf, c'est super et tout. Maintenant, ce que je te propose, c'est de monter d'un échelon. Je l'envoie à Paris, je le fais monter par une monteuse professionnelle, comme ça toi tu te décharges de ça, en plus tu peux travailler sur ton taf et tout. En fait dans ma tête je me dis ok, trop bien, ça peut me permettre d'avancer, etc. Donc je suis au téléphone avec lui, on en parle. Ça va te coûter 40 000 euros. Non, il voulait faire ça gratos, mais le truc c'est que je lui dis, bah écoute, moi dans l'idée oui, tant que tu me laisses le final cut, quoi, je veux bien avancer comme ça me dérange pas. Et là il me dit, attends, le final cut, mais tu serais pas le réel du coup. Et là, gros blanc, je dis bah non. Enfin, c'est mon projet, quoi. Je dis oui, non, parce que moi je voulais signer les caméléons, machin. Je dis mais oui, mais vous êtes pas à l'origine du projet. En fait. À la base, vous vouliez juste filmer votre dernier concert. Le projet, c'est il a voulu récupérer le truc. Et il m'a appelé sur ma pause du midi en plus, donc j'étais dégoûté. J'étais en mode putain, mais il me reste que ça, et il essaie de me le voler, cet enfoiré, quoi. Et il me dit, bah non, mais. Ouais, et en même temps, c'est une opportunité que ce soit diffusé à grande échelle aussi. Il n'y a pas ton nom dessus, quoi. Mais il n'y aurait même pas ton nom dessus. C'est bizarre. Ah ouais, rien. Il aurait dit, bah oui, on mettra crédit, cadreur, machin. Donc il me dit ça. Par contre, si t'as le réalisé par Dao Malandra, effectivement, ça peut être une voie de diffusion. Et en plus, il me dit, et on le mettra sur la chaîne YouTube des Caméléons, ça fera 5000 vues, quoi. J'ai dit, attends, je comprends pas ce que tu me proposes du coup, en fait. Il dit non, mais parce qu'en fait, là, je suis allé à l'avant-première du docu de Inox, là, machin, tu l'as vu? J'ai dit, bah non, je l'ai pas vu. Et il me dit, bah tu devrais, mec, c'est une dinguerie, machin. Donc moi, je voulais faire un truc vachement plus YouTube et tout. J'ai dit, attends, tu voulais faire un truc, mais du coup, ça serait toi le réel dans cette histoire? Il fait, bah ouais, je sais pas. Je dis, bah non, mais mec, tu peux pas t'approprier un projet une fois que moi, j'ai sué. Ou alors, il voit le potentiel du truc, étant donné que t'as beaucoup de matière et que du coup, il y a peut-être plein de choses qui se dessinent, et du coup, il se dit. Enfin, il veut le récupérer, quoi. Mais ouais, mais en même temps, il était un peu dédaigneux, tu vois, genre. Il était un peu en mode. Oui, je vais te sauver la vie, quoi. Ça, et en plus, oui, bah là, ça. Il envoyé une bouée de sauvetage. Il m'a dit, bah ça, par exemple, ça marche pas, tu vois. J'ai dit, ouais, mais en fait, ça, je l'ai mis pour une raison bien particulière, c'est parce que c'est une référence, machin. Il dit, oui, d'accord, très bien, j'ai la ref et tout, mais ça marche pas. Et il me dit, moi, je voyais un truc beaucoup plus dynamique. Je dis, oui, après, si tu veux mettre des houches comme dans des vidéos YouTube, moi, c'est pas du tout ce que je fais, en fait, je fais pas une vidéo YouTube. Et du coup, il dit, bah écoute, on se rappelle dans une semaine. Si tu me dis non, bah tu considères que cet appel n'a jamais existé. Déjà, porte tes couilles, je sais pas. Et du coup, je l'ai jamais rappelé et je dis, bah non, enfin. Peut-être qu'ils se rendent pas trop compte aussi de. Mais ce gars-là, il travaille dans la vidéo. Ah oui, il fait de la vidéo quand même. En fait, il est mixeur son. Donc en fait, il travaille à Paris. C'est le mec qui s'est projeté dans présenter son film sur son groupe à une soirée à Paris. Je pense que c'est ça, mais du coup. Il aurait pu parler de Coréa, tu vois, en lui disant bah mec, si t'as des idées et tout, vas-y. Non, parce que c'est. En fait, ce gars-là, il est dans la vidéo, machin, mais il fait du son. Du coup, il a des idées, mais ses idées sont. Tu vois ce que je disais, ils sont totalement pas du tout en adéquation avec ce que moi je voulais faire. Il est en mode, bah là, on fait une vidéo YouTube. En fait, il te l'aurait normalisé de manière à ce que ça buzz comme sur YouTube, quoi. Ouais, il te l'aurait standardisé pour un truc qui marche, et pas un truc qui te ressemble. C'est ça. Ouais. Je lui dis, bah moi, ça m'intéresse pas, je veux pas faire des. Bon, c'est pas ce que j'ai dit tout à l'heure, je veux pas faire des vidéos YouTube, tu vois. Ça, c'est un documentaire pour moi, c'est pas. Toi, c'était genre clair et net. C'est non.
Ouais. Ou t'as Non. quand même après, t'as raccroché, t'étais un peu en mode moi. En vrai, j'ai raccroché, j'ai appelé Félix instantanément, je lui raconte, et il me dit putain, en vrai, d'avoir une monteuse pro, etc., c'est pas mal, machin, mais en même temps, il m'a dit, bah si. Ça va plus du tout ressembler à ce que tu Ouais, c'est faisais ça. à la base. C'est sûr. Après, c'est vos images et c'est vos interviews et c'est tout ça quand même, tu vois. Ouais, mais tu peux couper. Ouais, mais en fait, on te dépossède du truc, tu vois. Ouais, non, mais je bah, comprends. De toute façon, c'est ton propre truc et ta vision de truc. Mais je sais pas, je me mets. Je me suis senti comme David Bah, ça Fincher sur Alien 3. Non, mais je me dirais autant négocier au maximum le fait de garder le monopole ou ne serait-ce qu'avoir son nom sur les images que t'as faites, sur le processus, sur les interviews, sur la conduite, sur tout ça, parce que ça te ressemble forcément, Mais il était même si pas c'est prêt. monté d'une manière ou d'une autre. Il était pas prêt à me la donner. Ok. Parce que après, une fois que c'est donné et que le truc devienne monté de manière à ce que ce soit plus court, plus intense, plus YouTube, etc. J'ai envie de dire c'est tant mieux, tu vois. Mais sur le nom, sur qui est à la jeunesse du projet et tout, je trouve ça c'est le plus important, tu vois. Toi, du coup, ça te motive pas? Tu te dis pas, Bah, putain, bah ok, non, je le garde jusqu'au bout ce truc, bon bah vas-y. Ouais, c'est ça, et en plus je l'ai vécu comme si on voulait me voler ce truc-là, tu vois. Bah, du coup, Alors que c'est tout ce qui me reste en création visuelle, tu vois. Dario. Mais c'est vrai. Tiens, Pauline. Non, mais en création artistique, tu vois, c'est tout ce qui me reste. Et j'étais en mode, bah putain, mais je suis pas pressé de le terminer. Enfin, je suis encore moins pressé de le terminer Ouais. parce que bah, une fois que je l'ai plus, je l'ai plus. Parce que Ouais, pendant mais un faut moment, pas je que me ça suis dit devienne que un je l'avais truc qui plus, tu vois. sortira jamais, tu vois. Non, non, il sans sortira. parler de sortir, mais qui se finisse jamais, tu vois. Je le finirai, c'est sûr. Ouais. Et C'est que là, le mec il a l'air de vouloir. Enfin, là maintenant, il sait qu'il veut le sortir bientôt, quoi. bah, en fait, il m'a dit, bah, on vise une sortie février 2025, machin. Il a dit, la monteuse pro, en plus, c'est ma sœur. Oui, donc en gros, c'est toi qui fais. Il était le réal et- J'ai dit, oui, non, mais d'accord, mais non. Je voulais savoir un peu ton rapport aux autres dans ce métier-là spécifiquement. Est-ce que tu te compares avec les autres qui font ce métier-là, avec ceux qui réussissent, avec ceux qui galèrent? Est-ce que t'es frustré de certains trucs? Ou est-ce que tu t'en fous et que tu fais ton truc dans ton coin? Je pense qu'il y a une partie. Enfin, forcément, je pense qu'on se compare un peu tous, quoi qu'il arrive. Même si on peut se dire que non, moi je me compare pas aux autres, je fais autre chose. Je pense qu'il y a toujours une partie de soi qui se dit, ok, bah, lui il a fait ça, machin. C'est-à-dire que si c'était vous qui aviez filmé les caméléons, ça ferait peut-être longtemps que ça serait terminé, cette histoire de caméléons. Et que, parce que vous avez une façon de vous déterre que moi je n'ai pas en fait. Et je sais pas si je l'aurai un jour, cette déterre-là. Donc Mais c'est parce que c'est ça qui me fait peur. ton temps. Enfin, j'apporte des solutions, t'en veux peut-être absolument pas. Vas-y. Je pense que c'est le fait d'avoir un taf à côté, en fait. Qui pour moi est un poison dans le milieu artistique, tu vois. Genre, Oui. c'est impossible, selon moi, d'avoir des Un poison ou des fois une source de. une sorte de revenu, point. Oui, non, mais des fois, Pas de le mec, motivation, tu vois. il y a des fois, il y a des. Justement, il y a des gars qui galèrent de ouf et qui réussissent à mais faire du coup, les ça- deux ça- et que ça crée un truc de. ça fait de ta- ouais, de motivation extrême, quoi. Ça fait de ta passion artistique un hobby. Ça fait juste de ta passion artistique un truc sur le temps libre. Ça fait de ta passion artistique un truc sur le temps libre que tu fais. Non, mais pas. Je fais une généralité, Mais évidemment, en qu'il y a tout cas, des. je parle sur un projet comme Dario, tu sais, c'est pas un one shot, mais je veux dire, faire ce que nous on fait tous les jours, de faire des trucs différents et tout, on pourrait pas le faire si on avait un autre travail à côté. Mais tu sais, d'avoir son projet de montage, tu vois, Non, mais même. son gros. C'est ce que je veux dire, c'est que t'as forcément du temps et de l'énergie qui est dépensé autre part. Et tu peux pas te concentrer autrement, ça devient juste un truc qui se rajoute à ce que t'as déjà dans la tête, et du coup, ça peut pas. Moi, ça dépend des gens, évidemment, je vais pas faire du cas par cas, mais c'est pour moi forcément un truc qui se rajoute, surtout quand tu fais du 35 heures, je parle pas de mi-temps ou un truc comme ça. Tu fais 35 heures, t'as tes journées, t'en as plein la tête, trucs comme ça. Si c'est un métier en plus qui te fatigue physiquement, mentalement et tout, je pense que ça. Il y a t'en des as gens, ils vont faire du montage jusqu'à 2h du mat derrière. hein. Évidemment. Mais Il y a aussi une grosse partie des gens qui ont juste abandonné l'audiovisuel et qui maintenant bossent juste ailleurs et font Oui, autre chose. oui. Et bon. Bah c'est ça. Mais avoir les deux, je pense dans le métier artistique, tu peux pas faire les deux, tu vois. Genre, c'est mon avis. Tu peux pas faire les deux bien. Enfin, tu peux pas avoir des projets et avoir des. Tu peux pas partir vraiment en te disant je vais me donner des deadlines sur des projets, je vais m'investir dans un truc que j'ai en tête, tout ça. Si t'as un taf à côté, parce que forcément tu vas aussi avoir la vie privée qui va se rajouter à la vie professionnelle de ta journée. Enfin, genre ça devient pas une priorité. Pour moi, réussir, c'est en faire une priorité. Tu vois, genre vraiment mettre tout de côté pour se donner les moyens, etc. Sauf que les choses de la vie font que on est obligé de travailler, faire un autre truc qui ramène de l'argent plus urgemment, enfin de manière plus immédiate. Et donc c'est compliqué. Mais mêler les deux, je trouve ça compliqué. il faut pas cacher aussi le fait que quand on est tous arrivés en études, tu sais, t'as envie de
De devenir un grand réalisateur. T'arrives avec la niaque, tu sais, genre t'as envie d'être trop chaud, de montrer que t'es déter et tout, et il y en a qui continuent de garder ça, il y en a les études, ça brise ce côté-là parce que c'est une contrainte et il y a un peu la désillusion. Il y en a, ça reste, mais après c'est la vie, tu vois, qui fait qu'on a un peu moins cette niaque et tout, mais des fois tu peux la retrouver. Enfin, je pense que c'est pas parce que tu l'as perdu à un moment que tu la retrouveras jamais, tu vois. C'est juste, il faut avoir le projet et essayer de se... Je pense que c'est important d'avoir toujours un peu un rythme, même si c'est un rythme qui n'est pas quotidien, qui n'est pas mensuel, qui n'est pas trimestriel, mais de se dire toujours, bon bah là, vas-y, je vais quand même me remettre un peu dedans, tu vois, d'essayer de se replonger dans les trucs qui nous font kiffer, quoi. Je trouve. Et même si c'est pas le cas, même si tu peux pas, si t'as pas le temps, si soudain ton taf il te prend toute ta vie, tu sais, t'as ton couple, t'as tes enfants, j'en sais rien, tous ces trucs-là, le temps passe, bah rien ne t'empêche de 20 ans plus tard, et bah tu ressors la guitare, et puis finalement, tiens, bah là maintenant j'ai le temps, là maintenant j'ai une façon de penser qui est différente aussi, bien sûr, bien sûr. On n'est pas obligé d'être forcément sur des objectifs absolus, de devoir accéder à la célébrité ou quoi que ce soit, tu vois, genre. Et c'est ce que dit Dario aussi, quoi, c'est si t'arrives à accomplir ce que toi t'as envie d'accomplir sans avoir rien à prouver. C'est ça, tant que tu réussis à être heureux en étant comme ça. Moi je demande pas la célébrité, je veux juste avoir assez d'argent pour faire de l'art en fait, sans que ce soit une contrainte de me dire là je vais investir le peu d'argent que j'ai dans ce truc là qui sera vu par 500 personnes, tu vois. C'est vraiment le côté juste j'aimerais pouvoir toucher 1500 € tous les mois, genre gratos, comme ça je gagne à la loterie, on me dit bah vas-y je lis sur 30 ans 1500 € tous les mois. Oui, comme ça après tu te fais kiffer. Et ça t'as le temps de prendre le temps justement, tu vois. Et du coup, ça m'amène à la petite question de conclusion. Vu que tu mentionnais aussi tout à l'heure, justement, ton objectif lointain, absolu. Mon objectif absolu, du coup ? Ouais, enfin, tu disais tout à l'heure, je touche du bois pour que dans 30 ans, je suis pas toujours libraire. Bah, admettons, c'est quoi que tu t'aimerais faire à la place ? Bah, je préférerais qu'on me paye pour faire des documentaires. Donc, ce que tu disais déjà. Ouais, c'est en fait d'avoir quelqu'un qui croit en toi au point de te donner de l'argent pour que tu fasses ce que toi tu aimes faire et ce que tu penses savoir faire. Je trouve que ça donne aussi un pouvoir assez fou en fait, de se dire ok, cette personne-là croit en moi, et ça libère un peu d'un poids, je trouve. La reconnaissance. Et de mettre toute ta concentration là-dedans et de pas être... Ouais, c'est ça. Mais du coup, sinon mon objectif à moyen terme, c'est de finir mon docu sur les caméléons. Et ce que j'ai pas dit en plus, c'est que je trouve que heureusement que je l'ai pas sorti il y a 2 ans ce truc-là, parce que maintenant que j'ai le jumpscare, j'ai déjà plus ou moins une petite audience, tu vois, qui sera potentiellement plus intéressé par ce truc-là et d'aller le voir, tu vois. Donc ça peut forcément un peu plus le propager, et du coup... Ouais, c'est ça. Donc en soi, d'avoir perdu du temps, entre guillemets, là-dessus, c'est pas que... Enfin, c'est aussi bénéfique, je trouve. Et du coup, là, je me dis, bah, je peux encore attendre un peu, parce que Jumpscare, on est à 2e saison. 3e saison, on va essayer de faire des trucs un peu plus... Enfin, pour essayer de toucher plus de monde, etc. Donc je me dis... En plus, j'ai toutes les raisons d'attendre, entre guillemets, tu vois. Est-ce que Jumpscare t'a amené à boucher un peu certaines frustrations vis-à-vis de ça, c'est des projets que tu disais, putain, j'ai pas le temps, j'aimerais bien faire ci, j'aimerais bien faire ça, mais le boulot, etc. Et puis vous avez de la reconnaissance pour le coup, là, il y a du retour. En vrai, de fou, heureusement que j'ai le Jumpscare, parce que je me souviens que cet été, on a fait une pause d'1 mois. Ouais, pendant 1 mois, j'étais en errance, j'étais en mode, bah, qu'est-ce que je fais de ma vie ? Genre là, j'ai plus rien, quoi. J'aurais pu faire du montage. Ça fait beaucoup de figurines à peindre. Tu vois. Non, mais genre, il y a un truc de... Jumpscare, ça me permet quand même de... Ça me donne un rythme. On revient sur ce truc de rythme, en fait, où juste on enregistre un épisode par semaine. Donc, il faut avoir vu au moins un film par semaine, avoir réfléchi un peu ce que tu veux dire, etc. Donc, ça met dans un rythme qui, en plus, est facilement soutenable, parce qu'en soi, c'est genre un film, on va dire 2 heures. L'enregistrement c'est 2 heures, donc ça fait 4 heures par semaine, tu vois. Donc heureusement que j'ai Jumpscare, ouais. Ça me permet de m'exprimer. Bah du coup on va enchaîner sur un petit jeu, si ça vous va les gars. Ouais. Alors vous êtes prêts ? Oui. Yes. Oui. Du coup, donc c'est un peu similaire à certains autres jeux qu'on a pu faire avant dans ce même podcast, mais du coup c'est un petit twist un peu différent. C'est un jeu du mauvais pitch. Le mauvais pitch, donc en gros, bah, c'est simple. Je suis allé donc, du coup sur une liste Sens Critique où j'ai une participative sur laquelle j'ai récupéré des gens qui ont créé des synopsis débiles à des films. C'est-à-dire tu pitches le film mal, mais techniquement c'est vrai. Je vais vous donner ces pitchs un peu débiles et il va falloir trouver le film.
Donc c'est rapidité, hein, le premier qui trouve, voilà, vous pouvez proposer autant que vous voulez. Vous êtes prêts? Oui, Donc je mets le premier en exemple. Les problèmes d'une seule famille foutent en l'air toute la galaxie. Star Wars. Voilà, donc c'est ça, c'est ça le principe. Ça fait un point pour moi. Voilà, donc, C'était l'exemple. Très très bien. bien. On y va? Allez. Après avoir perdu son père, un jeune garçon rejoint une troupe de hippies et devient vegan. Into the Wild. Non. Ah non, il a pas perdu son père. Oui, c'est vrai, il quitte ses parents. Après avoir perdu son père, qu'est-ce qu'il a perdu son père? Je pense que ça a rien à voir avec les hippies. Je pense que c'est Les gardiens de la galaxie. le piège Non. là. Je vais reformuler un petit peu. Après avoir perdu son père, un jeune rejoint un duo de hippies et devient vegan. Le Roi Lion. Le Roi Lion. Bien joué. Putain, bien vu ça. Un point pour Dario. Bravo. Ah, je dis bravo. Vous voulez pas payer la bière en fait. Pourquoi il devient un hippie? Non, c'est des deux. insectes. Bah, c'est les le Timon et Pumba, c'est les hippies. Ah, oui. Et ils mangent des insectes et tout, donc, et des fruits et tout. Après les insectes, je suis pas sûr que ce soit vegan. Oui. T'es hippie, Timon et Pumba. Certes. sûr, mais, Bon, quoi qu'il arrive, c'est une blague. C'est pas à prendre au pied de la lettre. Quoi qu'il arrive, j'ai gagné. Exactement. Next, un mec meurt dans l'explosion d'un immeuble alors qu'il avait lui-même posé la bombe car sa collection de meubles Ikea a brûlé. Fight Club. Ouais. Bien joué. Un point de plus pour Ok, Dario. en fait, je crois que je viens de comprendre le truc que les meubles Ikea et tout, c'est juste une blague en fait. Bah oui, oui. Oui, ok. Parce que moi j'étais en mode, alors attends, putain. C'est pour ça que j'ai précisé que c'est pas à prendre au pied de la lettre. Faut pas prendre au pied de la lettre. Ouais, ça m'empêchera pas de le faire. Un mec sous stéroïde gagne la guerre avec un frisbee. Captain America. Captain America. Putain, je l'avais. Putain, mais. Ah, t'es chaud, Dario, là. À la ramasse. Je pensais pas que ça irait aussi vite. Un chauve fait équipe avec un autre chauve pour affronter encore un autre chauve. Fast and Furious? Ouais, Fast and Furious. ouais. Des chauves. Bien joué. Ouais. C'est lequel? Ça peut être un Oui, peu ouais, n'importe. On va dire le 5, on va dire Fast Five. Ok. Un détective alcoolique tente de sauver un acteur hystérique marié à une bombe atomique. Tu peux répéter s'il te plaît? Un détective alcoolique tente de sauver un acteur hystérique marié à une bombe atomique. Un acteur hystérique. Sherlock Holmes? Non. Redis-la. Un détective alcoolique tente de sauver un acteur hystérique marié à une bombe atomique. Cinquième élément? Non, Non. mais non. Le Loup de Wall Street. Non. Détective alcoolique. Zodiac, mais rien à voir. Non. Tous les détectives alcooliques là. Ah, elle est confidential? Non. Les quoi? Elle est confidential. Ah. Chiant ce film, putain. Très glauque. Très glauque ce film. Un Il est indice, trop beau, mec. Magnifique ce film. Les années, enfin, tu vois, la décennie de. Années 80. Années 80 et en gros le... True Lies? Non, c'est 99, True Lies. Le détective et l'acteur, ils vont former une espèce de duo pour... Ah, L'arme fatale? Non. Il y a une Non, espèce putain. de mystère à déceler. Blowout. Non, Attends, le film que c'est- date des années 80 ou ça se passe dans les années il 80? date des années 80. Il se passe... Et c'est le détective, c'est pas vraiment un détective. Si. Ah ok, c'est le police quoi. Le gars est de la police. Privé, détective privé. Ok. Bah tu sais, c'est l'archétype du film noir, c'est le détective désabusé, alcoolique, qui fume des cigares. Avec un acte. Donc forcément, il y a une femme fatale, c'est la bombe atomique en question, Ouais. et l'acteur qui est complètement fou, C'est quoi comme film noir dans les années 80? sachant que bah vous... Ouais. C'est De Palma et compagnie, je suis sûr. Non, c'est justement, vous êtes sur un peu trop sérieux par rapport à ce que c'est. Ah oui. Oui, c'est une connerie. S. Ventura. Non. Roger Rabbit? Ouais, Roger Rabbit. Ah, putain. Ouais. Roger Rabbit, bien joué Martin. Ok. Next. Je sais pas, vous êtes peut-être à égalité là je Moi j'ai pense que- 3. Toi, Moi, t'as j'ai trois. 2. Ok. Une émo grincheuse hésite entre pécho un cadavre ou un chien. Coralie. Famille Adams. Non. Millennium. Non. Entre embrasser un cadavre ou, Nécromantique. Ou un chien. Non. ou un chien. Ouais. Une émo grincheuse hésite entre pécho un cadavre ou un chien. Émo grincheuse. Je suis sûr que c'est un film d'animation. Non. C'est extrêmement connu, c'est très très connu. La Belle et la Bête. Non. Ah, pas Mais mal. c'est intéressant. Ouais, pas mal. J'avoue. Mais on est là-dedans quoi. Blanche-Neige, enfin genre un peu des trucs comme ça. Non, Il a dit que c'était pas un film d'animation. Mais le film, avec Kirsten Stewart.
Une émo-grincheuse hésite entre pécho un Scooby-Doo cadavre ou un chien. Non. Scooby-Doo, non Non. Une adolescente hésite entre coucher avec... Couché. Ouais, des histoires d'amour, histoire de... Parce que visuellement. J'ai mis pécho pour que ce soit plus... Pour les jeunes, t'essaies de parler aux jeunes. Dans l'air du temps, quoi. Wesh. Non, ça vous... Putain, mais pareil, donne la décennie de sortie. Fin année 2000, début 2010. C'est une saga, donc il y en a genre 5, un truc comme ça. Twilight. Twilight, oui, tout à fait. Ah oui, Ouais. Putain, entre un cadavre et un. Bah oui. Pas mal. En plus, j'ai dit Kristen Stewart. quoi. Oui, c'est vrai. Putain, je suis trop. 2 curés torturent une gamine qui fait sa crise d'adolescence. L'exorciste. Ouais. Exorciste. Bien joué. Il fait sa crise d'adolescence, faut se charger quand même. Ce n'est pas à prendre au pied de la lettre. C'est l'histoire d'un mec qui a tout réussi, mais qui décide de tout plaquer pour aller vivre dans un bus rouillé. Into the Wild. Ouais, je l'avais dit dès le début. Ouais. Une femme zoophile tombe amoureuse d'un poisson. S. Ventura. La forme de l'eau. Oui. Ah, putain. Shape of Water, tout à fait. Donc 3 points pour ça. J'aime trop que c'est trop genre non mais. La forme de l'eau. Mais tu sais, j'avais Del Toro et tout, j'étais en mode. Ah. Ouais. Ah, je suis content, je vais me faire payer une bière. Il en reste 3. Et ça va aller vite, je pense. Un gars bourré passe sa journée à jouer à Jacadi. Yasman. Yasman. Non. Ouais. Je l'ai. Non, en fait, non. J'étais parti sur Squid Game, mais. Non. Et pour le coup, c'est littéral. Pour le coup, il joue vraiment à Jacadi. Tout le long du film. C'est connu. C'est très connu. Un gars bourré. Ça, c'est le côté un peu plus. Un peu plus cocasse. Je sais pas, Very Bad Trip. Non, c'est pas une comédie. Ah, C'est un année. Début 90. Ah, ok. Un gars bourré. Ouais, oublie le gars bourré en vrai. Concentre-toi sur Jacadi. Après, si vous avez pas. Je suppose que vous l'avez vu le film. Jacadi a dit. C'est ultra connu, mais. Si ça fait longtemps et tout, vous avez peut-être plus le détail. Mais... Jacadi a dit fait ci, Jacadi a dit fait ça. Ouais, le méchant du film, il leur fait jouer un terrible jeu Seven de Jacadi. Non. So. Non, c'est vraiment littéralement Jacadi. Enfin, c'est Simon Says en VO, mais c'est pareil. Putain, ça me dit rien. C'est vrai, Ouais, mais c'est pas dans Seven. c'est pas dans Seven, non. C'est un film d'horreur. Non. Du coup, c'est non, ok. Un thriller. Silence des agneaux. Non. Plus action, un petit peu thriller, un petit peu comédie. Fun Game. On l'a dit en même temps. Non. Vous avez dit quoi? Fun Fun Game. Game. J'y avais pensé. Non, c'est genre 10 ans plus tôt. Pourtant, Fun Game, c'est 90. Hein. Ouais. Non, Non, c'est 2000. ouais, Ah ouais 2004, Début un truc 2000. comme ça. Immense réal, casting de fou. On a 3 acteurs de légende, un trio de fous là qui s'affrontent les uns les autres. Oh, Jacadi a dit. Au Jacadi, ouais. Simon. Au Jacadi mortel, mais ouais. Ah. Battle Royale. Non, C'est américain. Non, c'est pas un film d'horreur. c'est américain. Ok, je pensais que Un c'est- des acteurs vous l'auriez dedans direct. Sans prendre de risque, Samuel L. Jackson. Pulp Fiction. Mais qu'il a joué dans 120 films. 58 minutes pour vivre. Non. Die Hard 3. Ouais. Une journée en enfer. Une journée en enfer. C'est Die Hard 3 du coup. Avec du coup Jeremy Irons qui leur fait jouer à Simon Says tout au long du film. Ok, et les 2 dernières, ça va être très rapide. Un milliardaire est effrayé par un extraterrestre. Ils sont pas milliardaires. Milliardaire. Rencontre du troisième type. Non. Pas milliardaire non plus. Ouais. Ah, c'est Prometheus. Non. Pas mal ça, pas mal. Alien. Ça aurait pu Prometheus. Ouais. Parce qu'à la fin, il rencontre l'alien et il est effrayé. C'est un Predator. milliardaire. Non, je sais pas. Voilà, un truc de- ça marche. Ah, ça compte alors. J'ai un point. Et en vrai, ce sera la dernière. Parce que la dernière que t'avais vraiment marqué est moins bien. Ouais. Et elle est très similaire en fait. Ouais, trop similaire. Blade Runner. C'est que je comptais peut-être pas les faire. Mais... non, c'est pas Blade Runner. Un milliardaire est effrayé par un extraterrestre. Superman. Ah, pas mal. Man of Steel. Superman, c'était pas mal, putain. Batman versus Superman. Oui. Vas-y, frère. Bah ouais, mais... Celui-là, il est volé. bah, Bruce Wayne, il est pas dans Man of Steel. Ouais, mais dans Superman. Pas les rêves, en tout cas. Lex Luthor, il est milliardaire, donc dans Superman, ça marchait, tu vois. Ah, mais il est pas dans Man. Il est pas dans Man of Steel non plus. Non, Bah, il a dit Superman. J'ai dit si, Superman. Superman, Roger de Donner, quoi. Ah, Sans mais Moi, esprit. je voyais le film Superman, quoi. Oui, Pas le évidemment, perso. tu pensais Ah film non. 78. Je suis pas sûr qu'il soit un milliardaire, Lex Luthor, dans le film de 78.
Bon, Lex Luthor, il est milliardaire. Hein. Ouais. J'entends, ouais, ok. Donc, pourquoi pas ça peut. Bon, c'était Batman v Superman dans l'idée, mais ok, ça aurait pu marcher. Je peux pas blairer Zack Snyder. Je peux faire l'autre s'il faut des. Vas-y, parce qu'il me fait des. Pour les points, là. Mais pareil, c'est un peu dans le même délire. C'est grand doigt. Bon, bah, rapidité alors. Un clown raté détruit toute la ville pour emmerger un Joker. milliardaire. Batman. The Dark Knight. Yes, The Dark Knight. C'est comme ça. Voilà. Bon, j'ai gagné. Du coup, ouais, Dario remporte ce jeu, félicitations. Merci. Ah non, t'as laissé gagner parce que t'es l'invité, mec. Putain, c'est dommage, on n'a pas mis d'enjeu, je vous aurais payé une bière après, c'est con. Et on a dit, hein, je crois qu'on Non, faisait ça, bah, tu réécouteras l'enregistrement du coup, mais. Du coup, on arrive à la fin de cet épisode de Palabre. Comme d'habitude, vous pouvez nous retrouver sur toutes vos plateformes de streaming habituelles et sur le site uppercut-collectif.com. C'était Martin, Léandre et Cédric, du coup avec Dario. Et on espère que c'était agréable à écouter. Et on se retrouve bientôt pour un prochain épisode. Et merci à toi, Dario. Je trouve que tu t'es vachement livré aussi, même personnellement, psychologiquement, mentalement et tout sur cet épisode-là. Je trouve ça très cool et très courageux de ta part. Et voilà. Salut les gars. Merci Dario. Salut.